OK. Euh, Merci beaucoup. Nous allons commencer. Bonjour à tous. Nous avons l'honneur de nous présenter devant vous ce jour pour discuter avec vous les généralités sur le Mpox qui fait sujet d'actualité depuis notamment l'émergence de l'épidémie de 2023 dans l'est de la RDC. Et voici le plan de notre présentation. Nous allons aborder la question de la taxonomie et du virus, sa réplication et ses propriétés. Nous allons discuter l'épidémiologie, les manifestations cliniques et les complications. Et ensuite, nous parlerons du diagnostic avant de finir par la vaccination et les thérapeutiques. En termes de taxonomie, bien sûr, hein, c'est un peu plus sophistiqué, mais je vous ferai l'économie de certaines choses. Si vous voulez les détails, bien sûr, vous aurez mon cours qui est en ligne. Le Mpox appartient à ce qu'on appelle les domaines de Varidnaviria, d'accord? Actuellement, dans le règne de Banford viridé, d'accord? Parce que Banford, ce sont tous les virus qui sont caractérisés par une seule protéine principale de la capside avec ce qu'on appelle un double pli. Bon, c'est pas important pour vous, hein, mais je le dis parce que c'est un enregistrement académique. L'embranchement est celui des nucléocytoviricota dans la classe des Pokéviricete, l'ordre des Kytovirales. Kytos en grec, ça signifie revêtement spécifique. Ça signifie, ceci a trait à la forme même de Mpox que l'on a. Et puis nous avons la famille des Poxviridae, dans laquelle nous avons la sous-famille des Cordopoxviridae, et puis nous avons le genre ici, sur mon curseur, qu'on appelle le genre Orthopoxvirus. Et c'est dans l'Orthopoxvirus que nous avons le Mpox. Alors, quelle est l'organisation génomique du Mpox? C'est quoi l'organisation génomique? Ça signifie la façon dont le matériel génétique, le génome, c'est l'ensemble du patrimoine génétique d'un organisme, d'une cellule, d'un pathogène, etc. C'est ça qu'on appelle les génomes. Ici, le génome correspond en fait à désolé, le génome correspond à à un ADN, hein, parce que c'est un virus à ADN, à double brin, d'accord, qui appartient virologiquement à ce que l'on appelle la classification des bactéries. Gérer la salle est partie, on dirait. Ou bien ils sont là. Ils sont là? Ok, d'accord. Oui, il faut garder la vidéo active parce que quand vous quittez la vidéo, je ne sais pas être sûr que vous êtes là. Alors, je disais que le génome, c'est un ADN à double brin, donc c'est un virus à ADN. On verra que dans les virus, il y a des virus qui ont l'ADN comme matériel génétique et d'autres ont comme matériel génétique l'ARN. Alors ici, j'ai présenté l'ADN du virus en vert. Veuillez suivre les mouvements de mon curseur. Ce matériel génétique ADN contient tous les gènes. Les gènes, ce sont les groupes des protéines ou l'ensemble des protéines qui codent, d'accord, qui codent pour l'expression. En fait, ce sont les gènes, ce sont les structures fonctionnelles qui codent pour les protéines spécifiques. Alors, quand vous avez le matériel génétique tel que celui-ci, en vert, les informations nécessaires pour produire un virus comme celui que vous voyez sont contenues évidemment dans cet acide nucléique ici, parce qu'il y a plusieurs gènes. Alors, le matériel génétique ici comprend une région qu'on appelle centrale, c'est important, on les verra, et des régions qu'on appelle périphériques, celles que vous voyez ici, régions variables. Sachez que la région centrale, elle est, voilà, je suis en train de revenir, je ne sais pas pourquoi ça fuit. La région centrale, elle est non variable en général. Ça signifie que ça ne change pas. Tous les virus des Mpox sont ça. Les régions que vous voyez sur les côtés sont des régions qu'on appelle variables. Ça signifie qu'ils peuvent être sujets à des mutations ou des changements. Ça a tout son importance dans la suite. Alors, sachez également que pour ce qui est de la taxonomie, j'ai déjà parlé du virus avec plusieurs, plusieurs comment on appelle,
Genre, hein, dans la famille des Poxviridae, nous avons la sous-famille des Cordopoxvirinae ici. Et dans les genres, nous avons plusieurs virus hein, qui se terminent toujours par poxvirus. Les avipox, ce sont les virus les cousins des mpox qu'on trouve chez les oiseaux. Capripox, c'est ceux qu'on retrouve chez les caprins, tels que les chèvres et les moutons. Vous avez par exemple les crocodilopox, c'est des virus qu'on trouve chez les crocodiles. Les molluscipox chez les humains, les orthopox, on les retrouve un peu partout, mais il y en a de plusieurs. Comme vous le voyez, c'est un virus qui a la possibilité d'infecter plusieurs hôtes à la fois. Et quand il infecte plusieurs hôtes, ça signifie qu'il existe de plusieurs qui sont diversifiés. Ça, c'est important pour vous. Mais nous allons nous concentrer ici dans le genre orthopox, là, en bleu. Nous avons quelques virus qui sont dans cette famille, notamment les virus de la vaccine, on en parlera, le monkeypox ou le mpox, le camelpox, c'est les virus qu'on isole chez les chameaux, les taterapox, les virus de la variole qui a existé pour les anciens qui connaissent, et bien d'autres. Alors, avant 2022, comment est-ce qu'on classifiait les virus? Il y avait, j'aimerais que vous puissiez centrer vos yeux ici. Voilà, à droite. Il y avait deux types de virus. Il y avait ce qu'on appelait le Congo, les virus du Congo bassin ou le CLAD. Le CLAD, c'est ce qu'on appelle en français phylum, phylum ou CLAD. Il y avait le phylum du Congo bassin, d'accord, qui s'est vissé en RDC comme vous le voyez et en Afrique centrale, voilà, dans le bassin du Congo, dans le bassin de la forêt du Congo. Et il y avait un autre clade qui sévissait en Afrique de l'Ouest, là, en orange, notamment au Nigeria, où c'est très prévalent dans d'autres pays. Alors, ces clades-là, on l'appelait West Africa, ou le clade de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça la définition ou la classification qu'il y avait avant 2022. Sur cette carte, vous voyez, il y a le clade Congo-Bassin et il y a le clade West Africa. C'est tout ce qu'il y avait avant 2022. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En 2023, ou en 2000, on va voir dans l'épidémiologie, en 2023, au mois de septembre, une épidémie éclate à Kamituga. Vous connaissez tous Kamituga, c'est dans la province du Sud Kivu. Et la collègue ou vos collègues qui sont dans la salle, Madame Noëlla et moi, nous sommes les premières personnes qui analysons ces échantillons venus de Kamituga. On fait les PCR, on confirme qu'il s'agit des cas de Mpox. Ensuite, nous faisons les séquençages. Et après avoir fait les séquençages, nous découvrons que les virus qui est analysé, que nous avons analysé en provenance des Kamituga, ne ressemble pas du tout au virus qui avait déjà existé dans toute la RDC depuis des années, on va le voir. On se rend compte que ce virus est totalement différent des autres, comme vous pouvez le voir sur cet arbre phylogénétique. L'ensemble des virus qu'on isolait en RDC depuis 1970 ou 70, d'accord, avaient des attachements ou des ramifications partant de cet arbre que vous voyez. Euh, Désolé, il y en avait. Voilà, donc médias sont programmés pour passer très vite, alors je dois parler vite. Voilà, ils étaient plutôt liés au clade 1. Mais quand nous, on a découvert notre virus ici de Kamituga en septembre-octobre 2023, on s'est rendu compte que ces virus appartenaient à une autre lignée qui est différente. Vous voyez, il y a une grande distance entre cette lignée et celle-là. C'est alors qu'on a fait des analyses phylogénétiques supplémentaires. On a découvert notamment cette mutation ici, hein, qu'on appelle la mutation ApoBex C3, hein, qui ressemble à ApoBex C3, qui caractérisait ces virus ici. De ces faits, on a organisé ou on a donné une nouvelle classification au Mpox. Et on a fait cet article dans les journaux ici Nature, que vous voyez ici, que ce soit votre serviteur qui vous parle ou alors votre collègue Noëlla qui est dans la salle a fait partie de cette publication où on a pour la première fois documenté un nouveau virus à l'est de la RDC qui était différent de celui qui a toujours circulé au Sankourou, à l'Équateur et autres. C'est ainsi que l'histoire du Mpox commence en septembre 2023 et ce virus, on va voir comment est-ce qu'il va s'étendre dans l'est du pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui en termes de classification du virus? Nous avions deux clades. Le clade qu'on appelait Congo Bassin, d'accord? Actuellement,
on a remplacé le nom Congo-Bassin par le clade 1 et le clade qu'on appelait West Africa ou Afrique de l'Ouest, on l'a remplacé par clade 2. C'est ainsi que la bonne classification voudrait qu'on ait le clade 1 avec le sous-clade 1A et le sous-clade 1B. Et ensuite, on a le clade 2 avec le sous-clade 2A et le sous-clade 2B. Pourquoi? On a enlevé Congo, Bassin et Afrique de l'Ouest après la grande épidémie de 2022 de Mpox dans le monde entier. On a vu que le fait d'attribuer le virus ou de l'appeler Congo, c'était quelque chose comme une stigmatisation. Ça signifie que tous ceux qui venaient du bassin du Congo étaient en quelque sorte injuriés, quoi. On a trouvé que le nom était insultant. On a voulu plutôt le référer comme clade 1 et clade 2 plutôt que de citer les zones géographiques. Bon, bien sûr, ça nous fait perdre un peu l'originalité et le leadership. En quelque sorte, nous, on est heureux quand on appelle Congo-Bassin ou voilà. Mais actuellement, la classification, c'est celle-là. Et ils ont fait la même chose avec Ebola. Actuellement, on ne parle plus d'Ebola Zaïre. Ils ont enlevé, c'est devenu Ebola tout court, mais après, ils ont modifié. C'est maintenant Ortho-Ebola zaïrien. C'est bon, c'est pas grave. Donc, en résumé, vous retenez que le Mpox a une classification. Nous avons le clade 1 avec un sous-clade 1A et un sous-clade 1B. Et nous avons le clade 2 avec un sous-clade 2A et un sous-clade 2B. Voilà, c'est ça les éléments clés à retenir sur cette présentation. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que le clade 1A est le clade le plus célèbre, le plus connu, d'accord, qui représente plus de 90% ou 90% de tous les cas de mpox qui sont dans le monde. Donc, sachez que votre pays, notre pays, la RDC, c'est le pays qui produit plus de 90% de tous les cas de mpox dans le monde. Quand on met toutes les statistiques du monde, si on dit autant de cas, faites 90% ou 95%, ce sont les cas de la RDC. Et dans les cas de la RDC, la majorité des cas appartiennent au clade 1A, ce qu'on appelait anciennement bassin du Congo ou Congo-Bassin. Mais il y a un point essentiel que je vais ajouter. Le clade 1A ne comprend pas un seul type de virus, mais il y a ce qu'on appelle une variation génétique, une diversité génétique des virus. Les virus subissent tellement de mutations qu'il y a plusieurs variants. Et ça, c'est très important. Sur cette carte du Congo, vous allez voir que il y a ce qu'on appelle les virus du clade 1A sont même divisés en groupes maintenant. Donc, dans le 1A, il y a un A et un B. Dans les 1A, il y a également ce qu'on appelle des groupes. Ça, c'est important de savoir. Le groupe 1, par exemple, il est très prévalent C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Hmm. En Guinée équatoriale, d'accord, et au Gabon, ici, en rouge, tel que vous le voyez. Le groupe 2, c'est le cercle qui est bleu. Il prend une bonne partie du Gabon, du Congo-Brazza, de la République centrafricaine, et il prend une bonne partie de la RDC, hein, toutes les provinces Équateur, Kasaï et jusqu'à l'Est. Normalement, il était là. Ensuite, il y a le groupe 3 qui est en vert. Le groupe 3 est très au centre de la RDC. Il prend la région du Bas-Zuélé, la Chuapa, le Sankourou et il s'arrête dans les Kasaï, ici en vert. Le groupe 4, il est en mauve. C'est celui qu'on retrouve un peu, il part de l'ouest de Kinshasa, ça signifie vers l'ancienne province du Bandundu, hein, Kenge, Kikwit, chez certaines personnes dans la salle là-bas. Ça traverse le Kasaï et ça s'arrête presque autour du sud Kivu. Ça, c'est le groupe 4 en mauve. Et le groupe 5 en jaune, c'est celui qui est un peu vers l'est de la RDC. Il prend Isiro, Bafouassende, Kindu, Punya, Lubutu, etc. Vous voyez que ça, ce sont des groupes qui sont au sein du clade 1A. Et j'ai essayé de les représenter ici sur cet arbre phylogénétique. Vous voyez que ça, tout ça, c'est les clades 1A. Mais regardez dans les clades 1A, vous avez le groupe 1 ici en bleu, vous avez le groupe 2 qui est très diversifié, très grand, avec beaucoup d'écarts. Et vous avez le groupe 3 en rouge, le groupe 4 en rose, le groupe 5, c'est ce qui est en orange. Et regardez, le clade 1B, il est à part. Il n'appartient pas à la même lignée, il est à part. Ça, c'est très important. Et vous allez voir l'utilité de ça plus tard. Alors, revenons au virus. Le virus, c'est un gros virus. C'est un virus à ADN double brun. Comme vous pouvez le voir, voici sa forme. Il est semblable à un virus cousin qu'on appelle le virus de la variole. Ceux qui sont un peu plus âgés, vous vous souvenez, vous avez vous tous
une cicatrice ici sur le bras, d'accord, sur les deltoïdes. Nous, quand on était petit, on appelait ça les cachets du Zaïre. Quand tu regardes quelqu'un avec une cicatrice ici, tu sais que c'est parmi les gars qui ont vécu, donc ils sont grands ou ils sont anciens. Alors on appelait ça, voilà, l'emblème du Zaïre, d'accord? Voilà. Alam Zahir. Alors, il y avait un virus pareil qui était le virus de la variole et les gens de l'époque avaient été vaccinés contre ces virus. Voilà pourquoi on a eu cette cicatrice hein, que certains d'entre vous ont dans la salle, la cicatrice du Zahir. Et maintenant, le Ok. Mpox ou le monkeypox. Oui, il y a une question? Zahir vous énerve? Non, il y a un gars qui réclame il était aux Zaïre, donc il a vacciné. Moi aussi, je Ouais, suis sa d'accord. cicatrice sur la main. Exact, oui. D'accord. Alors, le virus de Mpox est apparenté, hein, il est cousin au virus de la variole, qui avait causé la variole dans plusieurs pays, et il est également cousin au virus qu'on appelle le virus de la vaccine. On dira un mot là-dessus. Ok. Alors, c'est un virus enveloppé qui a une forme de brique, d'accord? Ça, je donne les détails, ce n'est pas important. Et voilà, il a la forme d'haltère. Ceux qui ne connaissent pas haltère, il faut voir les gens qui soulèvent le poids, les gens qui font l'haltérophilie. Ils soulèvent du poids. Alors, le virus a cette forme-là, avec une partie centrale et un peu comme deux boules extérieures. Voilà, les deux ici, voilà pourquoi on lui donne cette forme. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore retenir de ces virus? C'est un virus qui résiste beaucoup aux composants phénoliques qu'on utilise. Tous les désinfectants qui ont du phénol à l'intérieur, le virus résiste très bien. Mais le virus peut être inactivé par ce qu'on appelle les solvants lipophiles, les solvants qui ont beaucoup de graisse à l'intérieur ou qui ont une affinité pour la graisse, tels que le chloroforme. Il peut bien inactiver, mais le pH doit être faible. Mais on sait que le virus et la vaccine étaient bien inactivés, d'accord, normalement entre 2 à 3 heures à 60 degrés. Vous voyez que c'est pas une forte température, 60 degrés. C'est à peu près tiède pour vous. Et en quelques minutes, si on expose ces virus à ce qu'on appelle une solution de caprylate à 22 degrés. Mais sachez que le Mpox, on l'appelait anciennement monkeypox. On a également trouvé à cause des stigmatisations que monkey, c'est le singe. C'était pas bien de lier le virus au nom du singe. C'est ainsi qu'on a enlevé le monkey. On a gardé simplement le M et on a mis pox. C'est devenu maintenant le Mpox. Le Mpox, il est plus résistant que le virus de la vaccine, hein, notamment à tous les détergents. Ça, c'est très important. Il résiste beaucoup. Alors, parlant du virus lui-même, c'est un virus, voilà, qui a une enveloppe, on va dire, c'est un virus enveloppé. Qu'est-ce que ça implique quand un virus est enveloppé? Quand un virus est enveloppé, ça signifie qu'il doit se transmettre par contact direct. Ça signifie qu'il y ait un contact en général, c'est ça la voie de transmission. Et je donne l'exemple du VIH, il se transmet par contact direct, rapport sexuel, etc. Vous vous blessez, transfusion, c'est un contact direct. Le SARS-CoV-2, le virus de la COVID, il se transmet par contact direct. Et le virus de la rougeole, de la grippe, ce sont des virus qui ont des enveloppes, ils se transmettent plus par contact direct. C'est très important. Alors, les virus a quatre éléments essentiels qu'il faut retenir. Il y a ce qu'on appelle la partie principale, c'est cette partie ici que vous voyez en vert, ici, et j'encercle, c'est ça la partie principale. En anglais, on appelle core, C-O-R-E. L'équivalent de core, c'est un peu pour dire le noyau, mais les virus n'ont pas de noyau, c'est important. Les virus n'ont pas de noyau, mais ils ont une partie qui est centrale, qui semble être comme étant un noyau, mais ce n'est pas le noyau. Les virus n'ont pas de noyau. Et puis, il y a les corps latéraux. Les corps latéraux, ce sont des trucs chocolat ici ou bruns que vous voyez de part et d'autre, les deux corps latéraux. Et puis, le virus a une membrane, la membrane externe, d'accord? Et puis, il y a une enveloppe. Ça, c'est très important. C'est un gros virus avec une structure très diversifiée. Bon, voilà. Alors, voici le cycle de la réplication du virus. J'espère que mon image est très jolie. Voilà, un peu comme vous dans la salle et vous le voyez très bien. Alors, le virus, une fois qu'il entre dans votre organisme, pour qu'il entre dans votre cellule, il faut qu'il ait ce qu'on appelle des récepteurs. Et les récepteurs se trouvent sur des cellules. Et ce ne sont pas toutes les cellules qui ont les mêmes types de récepteurs. Donc, un virus, pour qu'il entre dans votre organisme, il faut qu'il trouve les récepteurs. Et il y a des cellules qu'on appelle les cellules sensibles. Ça signifie des cellules qui ont des récepteurs fonctionnels. Le virus va trouver un récepteur fonctionnel et il va s'attacher. Une fois qu'il s'attache,
il va entrer dans la cellule. Alors, quand le virus entre dans la cellule, le but, c'est quoi? Il doit répliquer son matériel génétique, son génome, qui est ici l'ADN. Donc, pour qu'un virus puisse reproduire et se reproduire et donner un autre virus ou plusieurs autres virus, il faut qu'il entre obligatoirement dans une cellule. Voilà pourquoi il est appelé, pardon, un parasite intracellulaire obligatoire, parce qu'il doit entrer dans une cellule, utiliser la machinerie ou les mécanismes de la cellule pour produire son propre virus. Voilà pourquoi il y en a même qui pensent que le virus n'est pas un organisme vivant. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps qu'il n'est pas entré dans une cellule, il ne peut pas fonctionner. Mais il y en a aussi qui disent que le virus est un organisme vivant. Pourquoi? Parce que une fois qu'il entre dans la cellule, il crée maintenant tout son mouvement. Le virus, son rôle, c'est entrer dans la cellule, contrôler la cellule, euh, prendre le contrôle, la gestion de la cellule pour produire le matériel dont il a besoin, y compris l'ADN, les protéines, et fabriquer de nouvelles particules virales. C'est ainsi que pour moi, virologue, l'insulte la plus ultime qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est qu'on lui dise qu'il a un virus. Ça, c'est très grave. Moi, si vous me dites que je suis un virus, ça veut dire que vous avez dit le sommet. Voilà. Alors, le virus entre par un récepteur. Une fois qu'il entre dans la cellule, il ne peut pas rester comme ceci. Il doit subir des modifications, il doit être détruit par la cellule pour libérer son matériel génétique. La cellule détruit les virus parce qu'il les considère comme un corps étranger et il les détruit comme les autres corps étrangers. Mais tout ce que le virus fait, il est très intelligent. Évidemment, il n'attend que la destruction pour être libéré et commencer la décapsidation pour commencer la réplication. Alors, le virus entre, il subit des modifications. Regardez, tous ces composants qui sont ici vont être enlevés. Il ne reste que la partie ici que j'ai appelée le corps, ce qui ressemble à un noyau. Ce corps va également être détruit, d'accord, par des enzymes qui sont dans les cytoplasmes, notamment dans les vacuoles, dans les lysosymes et dans les vacuoles et dans certaines granulations intracytoplasmiques. Alors, ces enzymes sont de nature protéolytique. Elles vont détruire les protéines. Alors, la capside ici ou la nucléocapside ici, c'est une protéine. Quand elle va être détruite, l'acide nucléique va être libéré. Alors, quand l'acide nucléique va être libéré, c'est alors que la réplication du virus a commencé. En fait, le virus donne toutes les informations il contient toutes les informations à son sein qui permettent d'ordonner à la cellule de faire exactement comme lui veut. Le virus, sachant qu'à l'extérieur, il a besoin de tout ça pour se protéger, une capside, des enveloppes, etc. Quand il entre dans la cellule, il a besoin que son matériel génétique puisse être libéré. Et il sait que dans la cellule, il y a des enzymes. Et les enzymes se trouvent dans tel et tel autre endroit. Et le virus va se faire attraper gentiment pour entrer dans ces organismes ou dans ces organites. Et ces organites feront un travail normal de biologie, de digestion, mais en soi, ils vont rendre un service parfait au virus qui n'attendait que ça. Alors, une fois que l'ADN est libéré, il va y avoir la réplication de l'ADN. Vous voyez, l'ADN va être répliqué pour donner un autre ADN ou plusieurs autres ADN. Et il y aura production à partir de cet ADN. On aura des ARN messagers. Et des ARN messagers vont donner les facteurs de transcription, dont les protéines. Les protéines vont se constituer, s'amasser pour reformer de nouvelles particules virales. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des ARN messagers précoces, hein, ou une synthèse de protéines précoces qui va faire en sorte que le virus va également produire des facteurs de croissance, des inhibiteurs des cytokines. Les cytokines, ce sont les substances chimiques que les cellules produisent, d'accord, pour se défendre. Mais le virus, déjà, quand il infecte votre cellule, il va empêcher à votre organisme de produire certaines cytokines qui peuvent les détruire. Donc, le virus est très intelligent. Il va faire en sorte que vous ne puissiez pas produire des cytokines pour les détruire et il va produire certaines enzymes dont ils ont besoin, par exemple l'ADN polymérase, l'ARN polymérase et autres. Alors, à la fin du processus de réplication, voici que la particule virale ou les particules virales vont être formées. Les différentes protéines qui ont été produites dans la cellule vont venir s'assembler. Cet assemblage s'est fait encore une fois de plus sous l'ordre du virus. C'est l'ADN viral ici qui donne l'ordre à différentes protéines pour dire venez vous assembler ici. Venez passer par cette structure et venez vous regrouper ici et sortons par là. Et comme c'est un virus enveloppé, ça veut dire qu'il doit prendre une enveloppe, une membrane des cellules hôtes. Les virus ne produisent jamais des membranes, ne produisent jamais l'enveloppe. Les membranes, ils les prennent gratuitement dans la cellule hôte. Et lui-même sait dans quelle structure il prend ses membranes. Il peut prendre la membrane
au niveau du noyau, au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique, la membrane de l'appareil de Golgi, la membrane, la membrane cytoplasmique. Ça dépend de l'ordre que le virus donne. Mais il prend toujours la même membrane ou les mêmes organismes ou les enveloppes ou les membranes des mêmes organismes. Il ne change pas aujourd'hui, il prend ici, demain, il prend là. Non, c'est un codage qui existe en lui, mais il ne produit jamais l'enveloppe. Il va prendre ça gratuitement, il va s'enrôler et il va produire une nouvelle particule virale. Je veux faire une remarque pour dire que ici sur l'image, on illustre une seule particule virale, mais ce n'est pas un seul virus qui infecte une cellule. Ça peut être 100 virus, ça peut être 5000, ça peut être 10 000, ça peut être 50, ça peut être 3, ça peut être autant. Et si chaque cellule produit, par exemple, 5 000, 10 000 par exemple, il y a des virus qui sont capables de produire 100 000 particules virales, par exemple le virus de la polio dans une cellule. Ce qui fait que quand plusieurs cellules sont infectées, c'est des millions et des millions de particules virales. Et vous voyez maintenant l'effet que cela peut avoir sur les cellules. Alors, on part un peu, bon, on quitte la biologie, on part dans ce qui va plaire un peu au public, hein. Mais vous, vous êtes des biologistes, des techniciens. C'est la première partie qui devait un peu plus vous intéresser. Mais bon, on va aller dans l'épidémie. Alors, le virus a été identifié pour la première fois dans une maladie qui ressemblait à l'époque à la variole, chez des singes qui étaient en captivité dans un laboratoire au Danemark, à Copenhague, en 1958. C'est là qu'on a découvert le virus pour la première fois chez les singes. Alors, on leur a donné le nom qui ressemblait aux singes, ça veut dire monkey, le nom des singes, et pox, on a ajouté comme cela. Et c'est seulement 12 ans après, en 1970 ou 70, que en RDC, un premier cas de virus Mpox a été découvert, notamment chez une fillette de la cité de Bassancousou. Bassancousou, c'est à l'Équateur. Et après, on a découvert plusieurs cas dans d'autres pays, hein, au Gabon, au Cameroun, en Afrique centrale. Et plus tard, on a découvert également le même virus, mais cette fois-ci, c'était celui du cas de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, au Nigeria surtout, en Sierra Leone et au Bénin, etc. Et tout est resté un peu africain, quoi. Forêt équatoriale, chez les Africains, on a découvert ça, donc ça n'intéresse personne. Jusque 2003, rien d'alarmant pour le monde entier. Et en 2003, il y a une épidémie, une petite épidémie qui arrive aux États-Unis. C'est pour la première fois que le virus est décrit aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Américains ont importé quelques singes du Ghana et ils les ont gardés en captivité. Et parmi ces singes, il y en a qui développent la maladie. Comme ils étaient en contact avec les humains développent la maladie et on a des transmissions interhumaines de monkeypox à l'époque, en 2003 aux États-Unis. Alors, les CDC créent toute une branche, la branche des pox et des virus et la rage pour s'occuper de ça. Et c'est ainsi que ils ont commencé à s'intéresser de plus en plus à l'épidémiologie de la maladie. Avant d'aller plus loin, tous les poxvirus en général qui sont connus sont des zoonoses. Ça signifie qu'ils proviennent des animaux avant d'attaquer les humains. Mais il y a un seul virus de cette catégorie ou de ces genres, des orthopox, c'est le molluscipox virus. Lui, il est strictement humain et il provoque ce qu'on appelle les molluscum contagiosum. Les médecins connaissent ça. Mais vous qui ne connaissez pas, c'est pas grave. Regardez les lésions que j'ai mises ici. Vous avez souvent ça, non? Il y a des personnes, peut-être même dans la salle, qui ont ces genres de lésions ici. Au fait, c'est un poxvirus, mais il provoque ces genres de lésions qui, en général, sont uniques et ne se transmettent pas partout, hein. Donc, c'est l'unique virus de cette catégorie ou des poxvirus qui est strictement humain. Le molluscum contagiosum, il est strictement humain. Et vous avez déjà vu plusieurs personnes avec ces genres de lésions. Parfois, c'est une seule lésion unique. Je ne sais pas comment ça s'appelle en swahili. Voilà. Alors, dans l'épidémiologie, j'ai dit 1958, premier cas de Mpox chez les singes en captivité au Danemark. 1970, premier cas chez une fillette congolaise à Bassancousou, à l'Équateur. Et pendant ces temps, il y avait une maladie très grave qu'on appelait la variole. La variole sévissait en Afrique, hein. Alors, l'OMS a mis en place un vaste programme d'éradication de la variole. Et ce programme incluait évidemment la vaccination des personnes avec un vaccin vivant, d'accord, atténué sur base d'un autre virus qu'on appelait le virus de la vaccine. Le virus de la vaccine, lui, n'est pas très grave, mais il est très cousin à la variole
et il provoquait il provoquait, il stimulait une immunité qui protégeait les gens contre la variole. Alors, on a mis en place un programme euh, de, de vaccination contre la variole. Alors, ce programme a été étendu, hein. Il y avait la RDC, il y avait plusieurs autres pays. Et en 1977, grâce à ce programme, la variole a été certifiée comme étant éradiquée. Et en 1980, lors de la 33e Assemblée mondiale de la santé, l'OMS a déclaré la variole comme étant une maladie éradiquée. Dans la suite, l'OMS a quand même organisé, d'accord, une surveillance active, intensive du Mpox en RDC et dans certains pays africains. C'était une surveillance financée. Alors, dans cette surveillance financée, la République d'Isaïr de l'époque a également organisé ça. Voilà pourquoi j'ai repris ce timbre. Cet timbre dit ceci en lingala ou en français. Veuillez payer à la personne ayant découvert et notifié un cas de monkeypox, voilà, maladie semblable à la variole et confirmée au laboratoire, une somme de 500 zaïrs, ce qui correspondait à l'époque à 500 dollars américains à peu près. Donc, à chaque fois qu'une personne recevait, détectait ou découvrait ou notifiait un cas de Mpox ou de monkeypox au Zaïre, on lui donnait 500 Zaïre par le gouvernement zaïrois. Alors, les gens sont devenus millionnaires, évidemment, parce que ils dénonçaient des cas. C'était une surveillance active et très intensive, ce qui fait que tous les cas qui étaient dans la forêt, dans la brousse, étaient rapidement détectés. Il n'y avait pas de souci particulier et c'était bien. Mais qu'est-ce qui arrive? En 1987, ce programme va être arrêté. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que le monkeypox ne constituait pas un problème de santé publique, voilà, sur la DIA. Et on va arrêter ce programme, on ne va plus le financer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent? Je vous mets la coupure du journal. J'ai mis cette photo de l'équipe de l'OMS qui a travaillé de 81-86 en RDC. Et voici cette photo. Et la personne qui est ici avec ce costume clair, c'est professeur Jean-Jacques Mouyembe, mon patron, notre directeur général. Et ils vont faire partie de cette équipe de l'OMS qui, dans ce journal de 1988, vont dire ce qui suit, et c'est important, et je cite, de plus, il n'y a aucun signe d'augmentation du taux d'atteinte secondaire entre les périodes de 1970 à 80 et de 81 à 86. L'inefficacité de la propagation de personne à personne, même dans les conditions d'exposition maximale, confirme l'hypothèse selon laquelle le virus de l'orthopox virose simienne est mal adapté à une transmission interhumaine continue et que ce mode de transmission ne constitue pas un problème de santé important. Quand l'OMS fait cette déclaration, c'est clair, il n'y a plus du tout besoin de poursuivre cette activité, ces programmes. Moralité, tout s'arrête là. Et les Zaïres décadents de l'époque commençaient déjà sa chute et il n'y avait plus assez d'argent. Et c'est très bien. Mais quelle est la conséquence de ça? À partir de ces moments, on arrête la surveillance. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir sur cet écran ici, sur ces diagrammes, entre 1980 et 1985-86, on a détecté beaucoup de cas de Mpox à cause des surveillances actives et des 500 aériens que l'on donnait à l'époque aux Aérois pour avoir notifié des cas. Mais quand on arrête, il y a à peu près un silence, 95 et 2005, d'à peu près 20 ans, où on dit rien du tout parce que il y a une sous-notification. La maladie se transmet, circule et il n'y a pas d'argent pour ça. Personne n'en parle. Seulement, en 1996, il y a une grosse épidémie qui éclate à Katakokombe dans les Sankourou avec plus de 500 cas. Et en 2003, il y a ces cas qui arrivent aux États-Unis, mais la Mpox reste une maladie négligée. L'OMS avait dit qu'il était mal adapté à une transmission, etc. Bon, on s'est arrêté là. On avait quelques petites activités, mais rien de grave. Et le 7 mai 2022, il y a un premier cas, 2022, hein, il y a un premier cas de Mpox avec une transmission sexuelle au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, à Londres. À ce moment-là, le monde entier s'éveille parce que la transmission a lieu chez les homosexuels et comme ils sont privilégiés, etc., on en parle gravement comme étant une gravité. Et pendant cette période, moi, je suis aux États-Unis, j'étais à Milken Institute et je vais faire une intervention
au cours de laquelle j'ai présenté les données de la RDC pour dire qu'on avait plus de 3000 cas de mpox par an en RDC. C'est un non-événement. Et ils étaient très étonnés de voir que cette maladie existait. Hein. La plupart, bon, les scientifiques connaissaient, mais les publics, non. C'était une nouveauté pour eux. Ils s'agitaient pour quelque chose pour lequel nous, on avait 3000 cas par an. Et ils ont un petit cas et ils font du bruit. La moralité, c'est que quand les cas atteignent nos frères de l'Occident et autres, en général, on peut maintenant vouloir trouver des solutions. À partir de ces moments, d'accord, on a commencé à documenter de plus en plus des cas de mpox. Et ça, c'est notre article qu'on a publié l'année passée, hein, avec les collègues de l'IMT, où on rapporte l'incidence du mpox. Regardez en 2010, de 2010 jusqu'à 2023, vous allez voir que l'incidence a continué à augmenter progressivement. Et cette incidence concernait le Mpox clade 1A, ce qu'on appelait anciennement le Congo-Bassin. Il y avait des cas en 2010, 2011, et progressivement, l'incidence a évolué jusqu'à présent. Bon, ça, je ne vais pas trop parler de ça, hein, tranche d'âge, mais bon, je pourrais répondre aux questions. Quel est le réservoir des orthopox? On s'est rendu compte que c'est parmi les virus qui ont un nombre important de réservoirs. Vous avez des poulets, des oiseaux, des chevaux, des chèvres, les cerfs, d'accord, les chameaux, les lapins, les chats, les chiens, les guépards, les écureuils, les kangourous, même les poissons, les crocodiles, etc., les éléphants. Bref, vous avez une gamme très variée de réservoirs, ce qui fait que ce virus est très répandu dans le monde simplement parce que vous avez une panoplie importante de réservoirs. Comme vous pouvez le voir, ces animaux sont répandus dans le monde entier. Mais on retient que les plus célèbres qui sont connus, on parle de plus des rongeurs, notamment le rat de Gambie, d'accord, et aussi des écureuils. Mais il y a plusieurs autres en fait, cousins qui sont dans plusieurs animaux. Alors, le fait d'avoir une diversité d'hôtes ou de réservoirs fait en sorte que le virus a aussi tendance à être répandu dans le monde entier. Alors, comment est-ce que le virus se transmet? J'aimerais que vous puissiez retenir trois éléments importants. Au départ, il y a toujours, là où il y a mon curseur, une transmission interanimale ou ce qu'on appelle une transmission endozoonotique. Il y a les rongeurs dans la forêt, d'accord? Les rats, les écureuils qui se contaminent entre eux, qui peuvent contaminer des petits rongeurs ou alors d'autres rongeurs et finalement des primates non humains et d'autres animaux, d'autres mammifères, notamment les singes, les cerfs et autres. Ça, c'est une transmission endozoonotique. Maintenant, il arrive qu'il y ait ce qu'on appelle le passage des animaux aux humains. Il y a ce qu'on appelle une transmission de l'animal à l'homme. Elle arrive pas souvent, c'est des événements rares, mais ça arrive quand même. Ça dépend de l'existence du réservoir et du contact, de la proximité du contact entre l'humain et le réservoir. Alors, on a une transmission animale à humain, soit par contact direct de l'homme avec l'animal, il touche les lésions, les animaux ont des lésions, ils manifestent des lésions, ou soit l'homme fait la chasse, il capture ou il chasse les animaux, il les tue, ensuite on vient les dépecer au village, soit seul, soit avec sa femme et ses enfants, et les voisins ou des cousins qui sont aux alentours. Et alors, vous pouvez être contaminé, ou soit un animal peut mordre aussi un humain, ou alors vous pouvez consommer la viande qui est crue. C'est ainsi que vous vous contaminez. Alors, une fois que le virus passe chez les humains, il peut maintenant initier ce qu'on appelle une transmission interhumaine. Une transmission interhumaine qui peut, classiquement, elle se faisait par d'accord, les liquides biologiques, les fluides corporels, notamment la salive, d'accord, notamment dans la salive, il y en a beaucoup, mais ça peut être aussi quand vous mangez, vous utilisez les mêmes couverts parce que ce virus est important dans la gorge ou dans la salive. Si vous utilisez les mêmes couverts, vous pouvez vous contaminer. Vous pouvez utiliser les mêmes habits dans les villages où les gens qui sont pauvres, ils peuvent échanger les habits ou mal les nettoyer. Alors vous pouvez avoir ces contacts-là
Et puis, les sécrétions respiratoires, ça arrive pourquoi? Parce que le virus est abondant dans la gorge, ce qui fait que vous pouvez vous contaminer. En 2022, on découvre une autre dimension de cette transmission, c'est maintenant la transmission interhumaine par voie sexuelle, notamment chez les homosexuels, mais également chez les bisexuels. On a maintenant compris que le virus se transmettait également par voie sexuelle, ce qui fait une voie additionnelle. Mais il y a aussi des cas qui sont documentés, et même notre équipe a documenté des transmissions verticales de la mère à l'enfant avec les différents symptômes qui peuvent se manifester. Et donc, vous comprenez qu'on commence toujours par un passage de l'animal vers les humains, ensuite une transmission interhumaine par plusieurs mécanismes que je viens de mentionner. D'accord. Alors, ici, je vais sauter parce que c'est l'ensemble des mécanismes dont j'ai parlé. Peut-être, je vais résumer. Il y a une transmission zoonotique ici à gauche chez les singes, les écureuils, les rats des Gambie, etc., et les chiens des prairies qui transmettent le virus d'abord entre eux les animaux ou alors des animaux aux humains. Alors, une fois qu'il arrive aux humains, d'accord, il se transmet en général par voie non sexuelle à travers les lésions au niveau des muqueuses, les lésions sur la peau, et on peut avoir également des transmissions anogénitales, etc. Et contact avec la peau vous permet de vous infecter en famille ou en contact proche. Mais dans le cas du Mpox, le clade 2, et notamment les 2B1, vous avez une importante transmission sexuelle entre les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes ou des hommes qui ont des rapports sexuels avec des femmes. Vous pouvez également vous contaminer. Et puis, la transmission de la mère à l'enfant, d'accord, qui peut donner un pox congénital avec parfois des avortements ou alors des fausses couches, etc. Et vous pouvez également avoir les humains qui transmettent aux animaux qui sont en contact avec eux. Pas de souci. Alors, quels sont les paramètres de l'infection que vous devez savoir? La porte d'entrée du virus va déterminer la présentation clinique. Quand le virus entre par les voies respiratoires, d'accord, par les voies respiratoires, ça signifie que vous pouvez avoir une maladie systémique, une maladie généralisée. Et quand le virus entre par les voies génitales, on peut avoir une maladie généralisée, mais on peut avoir, en général, on a une maladie un peu plus localisée. Voilà, c'est très important. Donc, au départ, vous avez une zoonose, passage de l'animal aux humains. Ensuite, une transmission directe, non sexuelle ou alors sexuelle selon les cas. Et vous avez également des transmissions par voie respiratoire, par les contacts avec les habits, les objets du malade, tels que les habits, les sous-vêtements. Et je connais des gens, hein, dans les hommes, les filles, qui s'est volé les caleçons et autres. Alors, dans ces cas ici, vous allez voler un caleçon de Mpox et ça fera très joli parce que la maladie va se manifester au niveau des bijoux et voilà, tout le monde va fuir. Mais il y a également une transmission verticale et autres. Sachez que le fait d'utiliser des objets pointus tels que les piercings, les tatouages, vous expose également à contracter les virus. Je ne vais pas entrer dans les définitions des cas, il y en a plusieurs, hein. Je les ai mis dans la présentation, celle du ministère de la Santé, celle de l'OMS et celle de l'École de santé publique. Peut-être je vais juste répéter cela pour vous. Pour l'OMS, par exemple, la classification Afro de 2019 dit qu'il y a un cas de Mpox lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie aiguë avec fièvre supérieure à 38,3, des maux de tête intenses, des ganglions, des douleurs au niveau du dos, des muscles et une faiblesse importante avec 1 ou 3 jours plus tard, des éruptions cutanées qui se développent souvent sur le visage, mais qui peuvent s'étendre sur d'autres parties du corps, notamment qui atteignent la paume et la plante des pieds. Ça, c'est juste une définition. Et il y a une définition de l'École de santé publique de Kinshasa et du CDC Atlanta. Ici, on dit simplement que c'est une personne qui présente des éruptions vésiculaires ou pustuleuses avec des pustules profondes, fermes et au moins un des éléments suivants. La fièvre qui précède l'éruption, les ganglions et des pustules ou des croûtes sur la paume ou la plante des pieds. C'est pas grave. C'est pas ça qui m'intéresse, moi. Voilà. Dans tous les cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que un cas confirmé de Mpox est défini comme étant confirmé lorsqu'il a un test qui est un test de dépistage qui est positif. D'accord? Notamment par la PCR temps réel qu'on verra. Alors, je vais vous parler de la cinétique du virus parce que ça va guider votre façon de comprendre le Mpox et surtout pour vous
il y aura question de prélèvement dans la suite de cette formation. Alors, mes collègues vont insister sur les prélèvements et pourquoi est-ce qu'on fait le prélèvement comme ceci et comme cela? C'est très important en biologie. On ne prélève pas les échantillons pour les prélever en désordre. Sachez que le virus du Mpox, il est localisé dans la peau. D'accord? Il est localisé dans la peau, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la charge virale. Et il y en a beaucoup dans la peau. Mais souvent, ça apparaît dans la... En fait, le virus est présent en grande quantité dans la peau autour du cinquième, sixième, septième jour et dans la suite. Mais en rouge, c'est dans les sécrétions oropharyngées, ça signifie dans la gorge. Dans la gorge, le virus est présent bien avant, déjà au deuxième, au troisième jour, parce qu'on va voir dans la clinique. Le virus est déjà présent dans la gorge avant même qu'il ne soit dans les lésions. Ce qui fait que, vous verrez mes collègues vous parler des prélèvements oropharyngés ou les couvions nasopharyngiens, c'est parce que le virus, il s'y retrouve également dans la salive. De fait qu'il soit dans la gorge, il sera dans la salive. Dans le sang, le virus peut être présent, mais à partir du cinquième, sixième jour, mais à une charge virale très faible. On l'a essayé avec l'échantillon des Kamituga. Il y en avait quand même, mais à une concentration plus faible. Donc, ce n'est pas le sang qui sera la meilleure source de virus, d'accord, ou le meilleur échantillon, etc. Dans les spermes, le virus est présent déjà dès la première semaine, à des concentrations qui peuvent varier, et ça reste quand même comme ça jusqu'à la deuxième, troisième semaine. Ce qui fait que le on va voir dans la transmission, le Mpox, le virus peut être transmis lors, par exemple, de l'éjaculation, parce que dans le sperme, il y a directement les virus. Mais le virus peut être transmis directement par les frottements lors des rapports sexuels, parce que vous avez des lésions, soit au niveau du pénis, soit au niveau du vagin, vous voyez. Et donc, que ce soit lors d'une éjaculation qui contient le virus dans les spermes, ou alors lors du rapport sexuel sans du tout avoir éjaculation, mais avec ces frottements, souvenez-vous, les tire-langues et autres, les sécrétions oropharyngées et autres, vous allez vous contaminer. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Il y a également les virus dans les selles et dans les urines. Mais la plupart des personnes ont trouvé, surtout dans les études en Europe, que la charge virale est très importante, par exemple, dans les rectums, quand on fait les écouvillons rectaux, et dans la gorge, par exemple, que dans les sangs. Ça, c'est très important. Et c'est important pour vous d'avoir cette notion. Ici, j'ai mis la cinétique d'élimination du virus. Regardez les virus dans le sang, charge microbienne n'est pas très importante. Elle l'est quand même, mais si on considère que c'est 100%, la charge microbienne est faible, hein, les premiers jours dans le sang et progressivement, elle décroît. Mais regardez dans les lésions, la concentration du virus est à une charge très importante et elle reste longtemps avant de décroître presque de la même façon que dans les sécrétions oropharyngées et dans les spermes également, il reste. Et regardez dans les rectums également, vous avez le virus qui est en grande concentration. Donc, il suffit de faire un écouvillon rectal si ça se complique, vous aurez les virus. Mais après, bon, on va vous enseigner plutôt ce qu'il faut faire ici, qui est plus pratique et plus commode pour vous. Alors, quelle est la symptomatologie, la clinique? La période d'incubation est de 4 à 21 jours. Notez simplement que 2 jours à 3 jours avant l'apparition des éruptions, vous avez déjà la fièvre, vous avez les maux de tête, vous avez les frissons, la sueur, les maux de gorge, les douleurs musculaires, vous avez la prostration, vous êtes très fatigué, vous vous sentez mal, vous avez des malaises et vous avez des ganglions. Ça, c'est très important, les lymphadénopathies. Vous avez des ganglions au niveau du cou, les ganglions cervicales, les ganglions sous-mandibulaires en dessous de la mâchoire ici, la mandibule, les ganglions axillaires au niveau des aisselles, les ganglions inguinales au niveau de la région génitale. Et les ganglions sont pathognomoniques. Ça signifie que c'est un symptôme qui ne trompe pas ou qui trompe rarement dans 90% des cas. Vous avez des ganglions. Vous voyez que les lésions ne sont même pas encore apparues, mais vous avez déjà tous ces symptômes ici. Les lésions apparaîtront plus tard. Ce qui fait qu'à ce stade, vous n'allez pas prélever les lésions puisqu'il n'y en a pas. Et s'il faut prélever, il faut prélever autre chose. Alors, quand les éruptions commencent, elles peuvent durer jusqu'à un mois. Les éruptions sont très caractéristiques dans les mpox. La première chose, c'est qu'elles progressent de la même façon, de manière uniforme et de manière centrifuge. Ça signifie qu'elles fouillent les centres. D'accord? Elles commencent en général au niveau de la tête et du visage du patient et vers le tronc
pour aller vers les extrémités. Ça signifie vers les membres supérieurs et les membres inférieurs. Il y a une caractéristique importante, c'est que les mpox affectent presque toujours les paumes des mains et les plantes des pieds. Vous avez les lésions sur les paumes et les plantes des pieds. Et un autre élément important, quand vous regardez sur une même partie du corps, les lésions ont le même âge. Pourquoi? Parce que les lésions vont commencer par exemple au visage. Au visage, vous avez des macules. Les macules, on va voir les images des macules. Les macules vont évoluer vers les papules. Les papules, c'est un peu comme des boutons que vous avez sur vos visages. Il n'y a rien à l'intérieur. Et quelques jours après, les papilles vont évoluer vers les vésicules. Les vésicules, c'est une éruption dans laquelle il y a du liquide à l'intérieur, du liquide clair. Les vésicules vont évoluer vers les pustules. Les pustules, c'est une lésion qui a du pus à l'intérieur et ça va grossir. Les pustules vont évoluer vers une ombilication. La partie centrale va être déprimée et l'ombilication va évoluer vers les croûtes. Les croûtes, c'est comme des cicatrices, des traces, c'est comme des morceaux de peau séchée. Et ensuite, il y aura une desquamation et la peau va commencer à s'enlever. Vous pouvez également avoir les lésions sur les muqueuses, hein, au niveau de la bouche, du vagin, de l'anus, de la langue et des organes génitaux. On les verra sur ces images. Mais il y a également d'autres signes, hein, tels que les signes gastro-intestinaux. Vous pouvez avoir une diarrhée, des vomissements. Vous pouvez surtout avoir des surinfections des bactéries. Vous pouvez avoir une pneumonie, c'est très fréquent, surtout chez les enfants. Et il y a une atteinte oculaire, les yeux et le cerveau. C'est très fréquent. Alors, voici trois images. Vous devez savoir que le mpox ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Ça, c'est la forme qu'on appelle sévère, hein, sur cette image partagée par l'OMS qui existe sur son site. Ça, c'est la forme sévère où vous voyez les lésions sont très, très, très graves. Mais vous avez également des formes bénignes où vous n'avez que très peu de lésions et parfois même une infection subclinique. Ça signifie que vous avez à peine quelques lésions visibles, comme vous pouvez le voir ici. Donc, dans tous les cas, ne vous attendez pas à un mpox spectaculaire. Alors, j'ai mis les différentes étapes, mais mon Zoom ne marche pas sur cette présentation. Je ne sais pas pourquoi. Ça refuse. Bon, c'est pas grave. Vous avez les papules. Les papules ne sont pas du tout visibles. Les macules qui évoluent vers les papules. Les papules, c'est un bouton à peu près pareil. Vous les avez souvent sur votre corps. Vous n'en faites rien du tout parce il n'y a rien à l'intérieur. Ensuite, vésicule. Une vésicule, c'est une éruption dans laquelle il y a du liquide clair. Les vésicules évoluent vers les pustules. Il y a du pus. Et puis, la lésion s'agrandit et elle se déprime au centre. C'est ça qu'on appelle les lésions ombiliquées. Et puis, la partie des croûtes, les croûtes se forment, hein. La lésion commence progressivement à se desquamer, à former des croûtes qui sont des morceaux de peau qui sont durs. Il faut les prélever différemment. Et la desquamation et puis les cicatrices. J'ai mis des images pour que vous puissiez voir. Les lésions ont presque toujours les mêmes âges sur une même partie du corps. Regardez sur cette paume de main, vous avez les lésions ombiliquées, des ombilications, ce qui fait que partout, vous avez des ombilications. Regardez sur cette partie du corps, vous avez les pustules, il y a du pus à l'intérieur. Partout, désolé. Voilà, partout, vous n'avez que du pus à l'intérieur. Et les lésions ont souvent le même âge sur une même partie du corps. Ça, ce sont les différentes étapes, hein, de l'exposition. D'accord? Quand vous vous exposez jusqu'à ce que la maladie puisse finir, que vous puissiez guérir totalement ou, bon, dans certains cas, mourir. Alors, voici quelques images que j'ai voulu partager avec vous. Voici les lésions au niveau des pustules. Regardez, il y a du pus dans ces lésions. Ça, c'est une lésion, les éruptions en face des lésions. Sur cette image, vous avez les lésions au niveau des croûtes, d'accord? Ça commence progressivement à former des croûtes. Et ici aussi, il y a des croûtes. Regardez, les lésions ont un même âge sur une même partie du corps. Mais ça concerne pas seulement ces parties. Vous pouvez avoir aussi les lésions qui sont génitales. Regardez bien. Vous avez des croûtes qui ont commencé à se former. Il y en a qui sont en pustule ou presque, mais qui sont assez surinfectées. Et vous avez ces images ici. Partout. Mais vous pouvez avoir également les lésions au niveau des muqueuses, au niveau de la langue, là, au niveau de l'anus. D'accord? Les lésions ont toujours le même âge sur une même partie du corps. Et ça, c'est au niveau de la gorge, au niveau des amygdales. Les lésions ont ont toujours le même âge sur une même partie du corps. Et j'ai mis d'autres images pour illustration. Vous le verrez dans la présentation. Alors, il y a des complications et il faut les retenir. Les plupart des complications, nous avons d'abord les conjonctivites. Les yeux sont enflammés et vous avez
les conjonctivites qui peuvent évaluer vers ce qu'on appelle une opacification de la cornée et vous pouvez perdre la vision, une kératite, etc., comme vous le voyez ici sur ces images. Mais vous avez également les fausses couches, les avortements. Si le mpox vous attrape à un stade du début de maladie, vous pouvez faire des avortements. Non, du début de grossesse, vous pouvez faire des avortements. Au stade avancé, vous pouvez avoir un mort-né, une fausse couche, ou carrément mettre au monde un enfant, un mort-né qui aura des lésions. Ça, c'est une image dans l'article de Placide Mbala, où il y a des lésions, d'accord? Ça, c'est un placenta. Et comme vous pouvez le voir sur ces placentas, les taches que vous voyez rouges foncées, en fait, ce sont des lésions. Et voici les fœtus ici, sur le dos du fœtus, vous avez des lésions sur la plante des pieds, etc. Ça signifie que c'est une maladie qui atteint divers compartiments. Et il y a plusieurs complications dont les surinfections vous pouvez avoir, comme ici, ou comme vous le voyez bien, hein. Le bijou des familles est très abîmé, donc on ne sait pas comment est-ce qu'il va être réutilisé plus tard. Donc voilà. Ça signifie que c'est dangereux et il faut prendre soin. Il y a plusieurs complications, et surtout chez les personnes qui font les VIH, hein, il y a plusieurs complications telles que sur cette image. Ça, c'est une surinfection bactérienne. Vous avez vu la bactérie, les bactéries ont infecté, ont surinfecté au fait les lésions de départ, et vous avez ces images, et ça, c'est dans des cas de VIH avec les lésions nécrotique, ce qui peut être aussi également dangereux. Et il a été décrit des atteintes pulmonaires. Ça, c'est une image du CT scan. Au scanner, vous avez ces images ici des personnes qui sont... OK. D'accord, désolé, je crois qu'il y a une coupure chez moi. Je dois repartager la présentation, c'est ça? Oui. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle est réapparue. Vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Ça attend, mais il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'image? Le son est maintenant là ou pas? Il y a les sons, il y a aussi l'image. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, d'accord. Je crois qu'il y a eu un souci de courant. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, il y a plusieurs autres maladies qui peuvent être incriminées, hein. Bien sûr, il y a la varicelle, il y a la rougeole, il y a d'autres maladies, mais il faut connaître les symptômes et autres. Ça, je laisse ça aux dermatologies, mais dans mon cours sur YouTube, vous pouvez avoir ces détails où je peux discuter avec vous si vous posez des questions. Alors, parmi les mesures, nous avons la vaccination pour prévenir la maladie. Il y a plusieurs types de vaccins, hein. Il y a des vaccins vivants, atténués, réplicatifs, tels que le ACAM 2000. Une fois que vous injectez, d'accord, chez les personnes qui sont malades, les personnes vont répliquer les virus et les virus vont être capturés par les cellules présentatrices d'antigènes amenées aux lymphocytes pour que les lymphocytes produisent l'immunité cellulaire qui va attaquer ces virus et les détruire. Il y a des virus, des vaccins vivants non réplicatifs tels que les Ginios, d'accord, qui est également donné, mais il y a également d'autres types de virus. Alors, dans la catégorie des virus contre l'Mpox, il y a les vaccins à vecteur viral, il y a les subunités virales, il y a les particules lipoprotéiques. Ça, c'est cours des vaccinaux. Je ne vais pas vous enseigner ça. Je donne ça à part. Ce que je voulais dire, c'est que il y a ce qu'on appelle une première génération de vaccins contre l'Mpox, notamment les Dryvax, qui était un vaccin de première génération, qui était un vaccin non atténué et
réplicatif vivant. C'est un vaccin vivant non atténué du virus de la vaccine, qui est leur cousin, qui est moins méchant, mais c'était un virus vivant non atténué. Et voilà, il a provoqué beaucoup d'effets secondaires hein, aussi, mais il était efficace. Et il y a une deuxième génération de vaccins vivants, mais cette fois-ci atténués et réplicatifs du virus de la vaccine tel que les ACAM 2000, d'accord? Et il a été également utilisé, il produit des anticorps neutralisants, d'accord? Et il produisait également une immunité cellulaire. Et les vaccins de troisième génération, c'est le Bavaria nordique, d'accord, le MVA, BN, qui est un virus vivant atténué qui ne se réplique pas. Mais ici, on prend un vecteur viral, on prend un virus non méchant, on lui met une partie du matériel génétique du Mpox et on vous injecte. Ce qui fait que le virus, quand il va s'exprimer dans les cellules, il va produire, exprimer les anticorps. Il va exprimer les antigènes du Mpox et les virus et l'organisme va réagir contre ces antigènes en produisant des anticorps. Mais il a été retenu que non. Ces vaccins produisent des anticorps, mais il a très peu d'effets secondaires, etc. Mais il y a plusieurs vaccins en cours que vous puissiez les savoir. Il existe également plusieurs molécules qui agissent aux différents niveaux de réplication du virus. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la réplication du virus. Il y a des virus qui peuvent bloquer, des antiviraux, pardon, qui peuvent bloquer les récepteurs. Il y en a qui peuvent agir sur la réplication à différentes phases. Il y en a qui peuvent inhiber la synthèse des protéines. Il y en a qui peuvent inhiber la réplication. C'est important. Parmi ces médicaments, il y a un qu'on a utilisé à Tunda, dans le Maniema, et à Kole, dans les Sankuru, c'est le tecovirimat. Ces virus, en fait, ciblent la protéine VP37, d'accord, qui est une protéine très conservée. Pourquoi? Parce que la protéine VP37 est très utile à la production des formes extracellulaires du virus, donc les formes qui vont être libérées pour infecter d'autres cellules. Ah, en bloquant la VP37, le virus, la cellule n'a plus la capacité de produire des nouvelles particules virales qui vont être infectieuses. Et ce qui fait que l'organisme va en profiter pour développer une réponse immunitaire. Et on a pris ce médicament, on en a fait un essai clinique randomisé et contrôlé à Tunda, au Maniema et à Kole dans les Kasaï. Et votre serviteur faisait partie de l'étude. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? L'article a été publié dans New England Journal, qui est le plus grand journal de médecine au monde, et on l'a publié cette année, il y a quelques mois. Et que dit le journal? Il dit, ce que nous avons trouvé, c'est que le médicament qu'on a essayé, le tecovirimat, n'a pas réduit au fait le nombre de résolutions des lésions chez les patients qui avaient l'Mpox, parce qu'il y avait deux groupes de patients, ceux qui recevaient ce médicament et le traitement standard qui est connu, et un autre groupe qui ne recevait pas du tout ces médicaments, qui recevait un placebo et qui recevait aussi les traitements standards. Quand on a comparé les deux groupes, selon un des objectifs qui était de voir si les personnes qui reçoivent ces médicaments vont avoir une résolution rapide de leurs lésions, on a remarqué que la résolution des lésions n'était pas statistiquement différente dans les deux groupes, ce qui fait que l'effet attendu n'a pas été, ce qui fait que ce n'est pas le médicament qu'on va utiliser pour l'Mpox. On peut l'utiliser dans les urgences, mais ce n'est pas ça qui est recommandé parce que nous n'avons pas montré d'efficacité. Il y a d'autres médicaments qui existent, qui sont également en essai ou qui n'ont pas montré d'efficacité, ou d'autres qui sont en cours de traitement. C'est le cidofovir, qui est un inhibiteur de la polymérase du virus, d'accord? Il y a les brancidofovir, le Tembexa, qui est également un inhibiteur de la protéase du virus, et le tecovirimat, c'est le Tipox qu'on vient de vous parler. Voilà la fin de ma présentation. Je serai heureux de prendre vos questions avant qu'on enchaîne avec la deuxième présentation sur les outils diagnostiques. Mesdames les facilitateurs, à vous. Merci. Gérel, vous pouvez Merci beaucoup. arrêter l'enregistrement et comme ça, on va prendre les questions.